Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous recevoir ce soir sur la plateforme du Wellness, Retour à la source de vie. Euh, une plateforme qui est dédiée au bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, je suis très heureuse d'avoir mon amie Ilana Wasserstein. Bonsoir Ilana. Bonsoir Yardena. Je suis très heureuse de t'avoir. Ilana, tu es psychologue clinicienne et tu reçois à Charenton. Tu fais du sur-mesure avec tes patients et je te remercie infiniment d'être là, surtout en veille de fête, c'est pas évident. Et ce soir, tu vas nous parler sur l'hypersensibilité, comment en faire une force. Et merci infiniment d'être là et de nous offrir ton professionnalisme et tes expériences à portée de tous. C'est un honneur pour moi, donc je te remercie déjà de ta confiance, de m'apporter cette possibilité de m'exprimer. Et si je peux vous être utile et vous donner quelques informations, en fait, je reçois énormément de parents qui sont un peu perdus avec leurs enfants. Ils sont perdus parce qu'ils ont des enfants à qui ils donnent pourtant de l'amour et de la sécurité. Et les enfants peuvent être dans l'opposition, avec un trouble de l'opposition ou avoir beaucoup de peur, d'anxiété. Et j'ai commencé à cheminer et à réfléchir, à me dire, mais pourquoi en fait tous ces enfants, qu'est-ce qu'il y a de commun en fait entre tous ces enfants? Est-ce que ce sont des familles monoparentales? Non. Est-ce que c'est un enfant unique dans une famille où il est le seul? Non. Donc ça peut être un enfant en fait qui a plusieurs frères et sœurs. Ça peut être un enfant dont les parents gagnent très bien leur vie, ou bien que la mère travaille ou que la mère ne travaille pas. En fait, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, quel que soit l'environnement, que ce soit religieux, pas religieux, je retrouve finalement les mêmes, caractéristiques chez ces enfants, des enfants qui sont donc ce qu'on appelle hypersensibles. Et qui ont donc une certaine forme d'anxiété, qui sont intolérants à la frustration et qui ont beaucoup de manifestations comme ça d'opposition. Alors les parents, ils essayent un peu dans tous les sens, en étant durs, en étant plus cool, et en fait, quasiment rien ne marche et ils sont perdus. Alors j'ai commencé à cheminer sur ce sujet, à réfléchir, et figurez-vous qu'il n'y a pas de hasard. Il y a quelques années de ça, peut-être maintenant, on va dire 4 ou 5 ans, je faisais une vidéo parce que je forme les thérapeutes aux pathologies mentales, et donc une professionnelle qui était photographe en même temps me faisait une vidéo, et sur cette vidéo, je faisais une présentation de mon cursus et de mon parcours. Et je lui expliquais que j'étais formée, je me suis formée à l'hypnose, à la PNL, que je me suis formée, que j'utilise du neurofeedback, de l'EFT, que j'ai vécu en Israël, que je suis revenue, enfin bref. Dans tout ce que je lui ai expliqué, elle m'a dit « Waouh, mais en fait, tu as eu 10 vies en une ». Et en fait, pour moi, tout ça, ça me paraissait totalement normal. Je ne voyais pas en fait en quoi j'avais fait quelque chose de si particulier. Et elle m'a dit, mais en fait, Ilana, tu dois certainement être au potentiel. Et alors là, j'ai rigolé, j'ai dit, au potentiel, bah alors là, ça risque pas. Parce que moi, à l'école, j'étais vraiment pas une bonne élève. Et j'avais gardé en tête que quand on était au potentiel, à l'époque, il y a 25 ans, quand j'ai été à la fac, c'était ce qu'on appelait les enfants précoces intellectuellement, entre guillemets, les surdoués. Donc, je ne me suis jamais considérée comme une surdouée. Elle m'a dit, mais en fait, tu n'es peut-être pas au potentiel intellectuel, tu es certainement une haut potentiel émotionnel. Et là, tout d'un coup, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, haut potentiel émotionnel? Et en fait, eh bien, ce sont des personnes qui ont un cerveau qui cogite tout le temps, qui va super vite, en arborescence, qui peut faire des liens entre plein de choses. Des personnes qui ont donc une hypersensibilité et qui comprennent d'une manière presque intuitive les émotions des autres. Comprendre les émotions des autres ne veut pas dire réussir à gérer nos propres émotions. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer vraiment en quoi consiste l'hypersensibilité. Bref, je me suis découverte cette au potentiel, cette faculté qui finalement allait plutôt très bien avec mon métier, parce que lire les émotions des autres quand on est psychologue, je vous avoue que c'est quand même très pratique. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que je n'étais pas simplement hypersensible, j'étais hyperesthésique. Hyperesthésique, ça veut dire que j'ai une sensibilité de tous mes sens. Tous les sens, c'est-à-dire la vue, l'odorat, le gustatif, le toucher.
En fait, très souvent, quand on lit sur l'hypersensibilité, on va vous dire que les gens hypersensibles sont souvent des gens émotifs, hyper émotifs, voire hyper empathiques. Et c'est là, justement, où pour moi, il y a des confusions de valeurs. Parce que j'ai beau être hypersensible, je ne suis pas hyper émotive et je ne suis pas non plus hyper empathique. Vous allez me dire, comment ça, tu n'es pas hyper empathique, tu es psychologue. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui doit être empathique, c'est un psychologue. Eh bien non, figurez-vous, en tant que psychologue, je vais chercher le point central là où ça fait mal. Et c'est là où je vais aller appuyer quand il y a quelque chose chez une personne pour justement l'aider à trouver ses ressources en elle. Donc, on ne peut pas vraiment dire que c'est ça l'empathie. Et l'hyperémotivité, ça veut dire une personne qui, pour un rien, pour un oui ou pour un non, est débordée par ses émotions, envahie par ses émotions. Donc, hyperémotivité, envahi par ses émotions. Hyper empathique, c'est quelqu'un qui passerait son temps à être dans la compassion pour l'autre, qui passerait son temps à vouloir aider l'autre, à vouloir lui rendre service, lui faire plaisir, quelqu'un d'extrêmement altruiste. Alors qu'en fait, la personne hypersensible, c'est une personne qui a une, comme on dit, sensibilité accrue de ses sens. Donc, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le gustatif, par exemple, eh bien, si je sens une mauvaise odeur, elle reste dans mon nez pendant au moins une demi-heure. Si ma chienne aboie, ses aboiements sont comme des aiguilles dans mes oreilles. Si quelqu'un me fait comme ça, alors que je peux marcher dans la rue, je ne suis pas du tout en méfiance, mais si quelqu'un me fait ça, je vais sursauter. Donc, j'ai un ressenti de mes sens beaucoup plus accru que la majorité des gens de la population. Et en fait, on va retrouver chez les hypersensibles, les hauts potentiels, une forme d'anxiété. La racine de cette hypersensibilité, et là, ce que je vous dis, vous n'allez pas pour l'instant pouvoir le retrouver vraiment dans des livres, ni dans des études, parce que c'est vraiment, je vous dirais, mon expérience de terrain. Je remarque que chez tous les TDAH, donc troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous les hypersensibles, donc, et les hyperémotifs aussi, et les hyperempathiques, voire même aussi chez les enfants autistes, on va retrouver cette forme d'anxiété. Et en fait, on va passer du degré de la pathologie jusqu'au degré de la plus haute normalité. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des enfants autistes de type Asperger qui ont un très haut niveau intellectuel et pour autant, ils ont un fonctionnement autistique. Voilà. Et vous avez des personnes qui sont hypersensibles, qui évoluent, on va dire, normalement dans leur vie, mais pour autant, ils ont parfois un repli ou une sensibilité qu'on pourrait justement assimiler à une forme autistique. Alors voilà, j'espère que ça c'est bien clair dans votre tête. On différencie les hypersensibles, des émotifs, des hyperempathiques. Alors, l'hypersensibilité, la particularité, c'est qu'on arrive à lire facilement les émotions des autres. On a un sens, nos sens sont beaucoup plus développés, c'est-à-dire l'intuition, le ressenti, tous nos sens. Mais pour autant, ce n'est pas parce qu'on arrive à lire facilement les émotions des autres que l'on arrive pour autant à gérer nos propres émotions. C'est là, justement, toute la difficulté, c'est que nos propres émotions ont tendance à nous envahir. On va donc faire la différence entre la douleur, la souffrance et la frustration. Pour un hypersensible, tout le touche. Tout est au même niveau. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de mettre des carapaces et des protections pour être le moins touché possible. Parce que chaque douleur, chaque souffrance, chaque frustration lui fait mal. Donc, il va mettre des carapaces et des couches et des couches et des couches de protection. Et c'est pour ça que très souvent, vous avez des enfants qui sont dans l'opposition. Ce n'est pas tant qu'ils veulent vous dire non, c'est qu'ils ne veulent pas d'échec. C'est qu'ils veulent que ce soit eux qui décident. Parce que dès que vous décidez pour eux, dès que ça va à l'encontre de ce qu'eux ont décidé, eh bien, ils se retrouvent en frustration. Et que dès qu'ils se retrouvent en frustration, eh bien, ça les fait souffrir.
Alors, on va parler de la douleur en ce qui concerne la douleur physique et on va parler de souffrance quand on parle du ressenti plutôt psychologique et psychique. Mais dans les deux cas, pour un être hypersensible, il voudrait vivre dans le monde de Walt Disney. L'hypersensible est quelqu'un qui voudrait vivre dans un monde rose où il n'y a qu'un joli soleil avec un beau ciel bleu, sans jamais aucune frustration, sans jamais aucune douleur. Mais vous le connaissez, vous, ce monde? Est-ce qu'il existe vraiment? Est-ce qu'une personne peut dire, durant toute sa vie, qu'elle ne va jamais connaître aucune souffrance, aucune douleur, aucune frustration? Malheureusement, je dois bien vous dire que ce n'est pas possible. Alors le problème, c'est que si on n'apprend pas à nos enfants, si on ne les éduque pas face à la souffrance, face à la douleur, face à la frustration, on fait d'eux non seulement des enfants rois, mais on fait d'eux des personnes qui ne seront pas prêts dans leur vie d'adulte à supporter la frustration. Ils vont donc rentrer dans une forme de schéma tout médu et ils vont avoir du mal à se remettre en question et ils vont toujours demander aux autres de s'adapter à eux. Ça donne aussi des personnes qui ont parfois un ego justement surdimensionné parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont plus importants que les autres et qu'ils doivent passer en premier. Alors, on va faire maintenant un lien entre cette hypersensibilité et le fait que tout être humain, quel qu'il soit, possède un trouble de l'attachement. Un trouble de l'attachement, ça veut dire que tout enfant a besoin d'amour et de sécurité. Or, si on a reçu trop d'amour ou si on n'en a pas reçu assez, ça crée un trouble. Si on a reçu trop de sécurité ou pas assez de sécurité, ça crée un trouble. Boris Cyrulnik, qui est un grand psychologue qui a écrit pas mal de bouquins, a décelé environ 50% de la population qu'il considère comme souffrant encore à l'heure d'aujourd'hui, dans leur vie d'adulte, de ce qu'on appelle des épisodes de stress post-traumatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la population, chacun d'entre nous a souffert au moins ou d'un trouble de sécurité ou d'un trouble de l'amour, voire des deux. C'est extrêmement rare d'avoir été équilibré et en amour et en sécurité. On peut dire que 50% de la population a peut-être reçu un équilibre. Mais 50% du reste de la population a reçu soit trop d'amour, soit pas assez de sécurité, soit trop de sécurité. Et oui, quand on en a trop, eh bien, ça nous fait souffrir autant que si on n'en avait pas assez parce qu'on n'est pas armé dans la vie. Ces résidus de failles, de manque d'amour et de sécurité de notre enfance vont rejaillir dans notre vie quotidienne parce qu'on va demander à notre entourage, à notre mari, à nos collègues de travail, à nos amis, à nos enfants, de venir combler ces manques. Or, est-ce possible? Est-ce que mon enfant peut combler le manque d'amour que j'ai vécu lorsque j'étais enfant? Parfois, les parents, les enfants peuvent dire, une fois qu'ils sont devenus adultes, c'est pas que j'ai manqué d'amour, ma mère m'a donné l'amour, mais elle m'a mal aimée. C'est-à-dire qu'elle m'a aimée comme elle aurait voulu. Elle m'a donné ce dont elle pensait que j'avais besoin. Elle ne m'a pas donné ce dont moi j'avais besoin. Et en fait, comme on ne peut pas revenir en arrière, même si aujourd'hui ou plus tard, une fois adulte, autour de nous, on va nous donner de l'amour et de la sécurité, de toute façon, ça ne sera pas l'amour qui nous a manqué lorsque l'on était enfant et on ne peut pas revenir sur le passé, donc on ne peut pas faire un reset, hop, réparer et tout améliorer. Donc, ça crée une sensibilité particulière. Les personnes qui, une fois adultes, qui ont manqué enfant d'amour et de sécurité et qui, une fois adultes, ont pu avoir un mari aimant pour une femme ou voilà, un travail qui leur amène une certaine sécurité, eh bien, ils ont pu, d'une certaine manière, réparer ces failles et ces dysfonctionnements. Mais toute une partie de la population n'a pas pu, en fait, réparer ces failles. Or,
Nous savons maintenant, depuis à peu près 5-6 ans, que les chocs émotionnels et les traumatismes sont transmis de manière génétique. Ça veut dire que sur 3 générations, lorsque le bébé vient au monde, il porte en lui, de par le placenta, les chocs émotionnels de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Et ça, on ne peut absolument rien y faire, donc ce n'est pas la peine de culpabiliser, ni de vous inquiéter outre mesure, parce que en fait, ça fait maintenant des décennies et des générations d'enfants qui sont nés avec des dossiers comme ça de chocs émotionnels des parents, des grands-parents et des arrière-grands-parents. Et pour autant, ça, on n'a pas fait moins des adultes équilibrés. Parce qu'en fait, à la fois, oui, on porte cette génétique, donc physique et émotionnelle, mais on sait aussi depuis très récemment que notre cerveau est plastique. Ça veut dire que nous pouvons, en travaillant sur nos pensées, en travaillant sur nos pensées, ça a des répercussions sur nos émotions qui ont des répercussions sur nos comportements. Donc, si on travaille sur nos pensées pendant exactement 45 jours, parce qu'entre la 45e et la 46e journée, eh bien, figurez-vous qu'au niveau de l'IRM, on peut le percevoir dans notre sécrétion hormonale. On passe du cortisol, qui est l'hormone du stress, aux hormones du bonheur. Donc, si je travaille sur mes pensées pendant 45 jours, je vais modifier mes réseaux synaptiques neuronaux et ça va avoir des répercussions sur mes émotions et sur mes comportements. Et à partir de là, je vais modifier mon ADN. Si je modifie mon ADN, eh bien, ça va avoir des répercussions ensuite sur les générations futures. Donc, rien n'est défini, rien n'est définitif. Alors, par rapport à l'hypersensibilité, justement, ce qui est très important à comprendre, c'est que si un enfant a reçu trop d'amour ou pas assez, trop de sécurité ou pas assez, vous l'avez bien compris, ça crée des troubles. Mais nous, en tant que parents, on ne peut donner à nos enfants que ce que l'on a reçu. On ne peut pas inventer. On peut travailler sur nous, mais quoi qu'il en soit, on va quand même avoir des failles en tant que parents. Mais ce n'est pas grave, puisque comme je viens de vous l'expliquer, nos failles vont faire que nos enfants en feront des forces. Simplement, par rapport à cette hypersensibilité, on doit apprendre à nos enfants à faire la différence entre la douleur et la frustration. Et nous, surtout, en tant que parents, comprendre que ce n'est pas parce que mon enfant va se mettre à pleurer qu'il est en souffrance. Un enfant doit être parfois mis en frustration parce que la frustration, elle est constructive, elle est nécessaire. Or, pour un enfant hypersensible, la frustration fait mal. Elle fait mal autant que si on nous donnait une claque. C'est une forme de ressenti qui est psychique et qui, pour autant, est ressenti dans le corps comme si c'était physique. Et il ne fait pas exprès. C'est bien ça le problème spécifique des hypersensibles, c'est que tout nous touche de manière disproportionnée. Que ça soit notre environnement extérieur comme nos propres émotions. Alors, j'ai fait une conférence sur la gestion des émotions et peut-être qu'on pourra en faire une avec Ardena si ça vous intéresse. En tout cas, par rapport aux émotions, je dois vous dire qu'il y a 288 émotions répertoriées dans le monde qui prennent toutes leurs racines dans 7 émotions, qui sont la peur, la tristesse, la honte, la jalousie, le dégoût, la colère, et la joie. Voilà. Et là, je vais vous demander de désapprendre tout ce que vous avez pu entendre ou comprendre sur les émotions, parce qu'en fait, aucune émotion est négative. Toutes les émotions sont positives, parce qu'une émotion est une information envoyée par notre cerveau pour nous donner un message à notre corps, une information pour nous permettre ensuite de nous adapter, pour ensuite pouvoir utiliser la meilleure stratégie de survie. Donc, comme ce n'est pas le sujet principal de la conférence aujourd'hui, je ne vais pas déborder sur les émotions, mais juste pour vous dire que les 7 émotions dont je viens de vous parler, la peur, la tristesse, la honte, la jalousie,
le dégoût, la colère et la joie sont toutes des émotions utiles parce qu'elles donnent une information. Ce qui est négatif et ce qui peut être négatif, c'est la situation. Ce qui peut être considéré comme négatif, c'est le ressenti physique que dégage l'émotion. Mais l'émotion par elle-même, le fait de la vivre, le fait de la ressentir et le fait de l'exprimer est positif. De la même manière qu'en médecine, on parle d'un symptôme positif lorsque dans un tableau clinique, il existe un symptôme. Si le symptôme est présent, on parle de symptôme positif. Et lorsque le symptôme est absent, on va parler de symptômes négatifs. Eh bien, en ce qui concerne les émotions, sachez qu'elles sont toutes positives parce qu'elles sont toutes utiles. Or, on a intériorisé de manière inconsciente que les émotions étaient négatives. Donc, quand elles arrivent, on n'a qu'une chose, c'est tendance à les rejeter pour ne pas avoir à ressentir. Et c'est là, justement, où il y a un cercle vicieux. Parce que comme on ne veut pas ressentir nos émotions, on n'entend pas la formation. Donc, on ne peut pas s'adapter. Et du coup, on va confondre nos besoins et nos envies. Voilà, les émotions nous servent à faire la différence entre nos besoins et nos envies. Nos besoins sont vitaux, ils sont essentiels, alors que nos envies sont quelque chose de plus futile, de plus de l'ordre du plaisir. Je vais maintenant faire la différence entre la colère et la violence. La colère, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une émotion. Elle est positive parce qu'elle est saine et parce qu'elle nous aide à poser nos limites, à exprimer notre mécontentement. La violence, ce n'est pas une émotion, c'est une stratégie que l'on va pouvoir utiliser pour écraser, dominer, nier l'existence des besoins des autres. Le problème avec nos enfants, c'est que parfois, on a peur de se mettre en colère, on ne veut pas se mettre en colère parce qu'on a peur de notre propre violence et nous confondons colère et violence. Donc, on va réprimer notre propre colère et à force de la réprimer, cette colère, eh bien, elle va se transformer en violence. Et là, on va exploser et on ne va plus se contrôler. Donc, la différence, c'est que la colère, c'est utile et elle est contrôlée, alors que la violence, c'est une stratégie et qui est plutôt de l'ordre de la pulsion et qui n'est pas contrôlée. Un enfant a besoin qu'on lui pose un cadre, parce que ce cadre, d'ailleurs un adulte aussi, il est sécurisant. Quand nous voyons nos enfants en difficulté, ou notre compagnon ou notre femme, on n'a qu'une envie, c'est de les aider. Si on voit une personne qui pleure, on n'a qu'une envie, c'est de lui tendre un Kleenex. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'au moment où on va donner ce Kleenex à cette personne qui pleure, tout d'un coup, elle est en train de se lâcher, elle était en train de se laisser aller, elle était en train de vider le trop-plein. Et tout d'un coup, quand on vient lui donner ce Kleenex, elle reprend le contrôle. Elle peut être éventuellement dans le jugement d'elle-même, elle peut avoir honte, et du coup, eh bien, elle va arrêter de relâcher tout ce qu'elle était en train de relâcher. Donc, ça implique d'attendre et d'écouter le besoin de l'autre. Parce qu'elle est capable de me dire, est-ce que tu peux me donner un Kleenex? Plutôt que de moi, automatiquement lui tendre le Kleenex. Eh bien, de la même manière, avec nos enfants, il n'est pas forcément nécessaire d'être toujours à répondre et à anticiper leurs besoins avant qu'ils le demandent. Et le problème, c'est qu'on est souvent en esclavage affectif. On court après le bonheur de notre entourage. On veut qu'il soit heureux. Or, une personne hypersensible, tout la touche. Donc, forcément, elle ne fait pas de différence et elle ne fait pas de priorité entre ce qui la touche un petit peu de ce qui la touche beaucoup. Et c'est justement là où je veux en venir. C'est là l'essence même de cette conférence, c'est de vous dire qu'en fait, nous devons apprivoiser la douleur. Nous devons, de la même manière que nous avons apprivoisé la douleur physique, repensez à vous quand vous étiez petit et qu'il fallait faire un détartrage ou une piqûre et pensez à vous aujourd'hui. Voilà, on sait très bien quand aujourd'hui on doit faire un vaccin, une piqûre, on prend une grande respiration, on sait que ça va passer, voilà, on est capable de prendre sur soi, a priori, et on sait que ça va durer un instant, donc on est capable de patienter. Un enfant hypersensible, quand il est petit déjà, la maturité du cerveau fait que l'enfant n'est pas mature au niveau émotionnel.
Donc, il n'est pas capable de gérer ses propres émotions. Déjà, un enfant de manière basique. Mais un enfant hypersensible, encore moins. Or, si notre enfant est triste et que vous vous mettez à être triste avec lui, est-ce que vous allez l'aider? Non. Si votre enfant a peur et que vous avez peur avec lui, est-ce que vous allez l'aider? Non. Si votre enfant est en colère et que vous vous mettez en colère, est-ce que vous allez l'aider? Non. Si votre enfant est dégoûté et que vous êtes dégoûté, bon, vous l'avez compris. Si vous vous synchronisez à l'enfant, ou ça peut être à votre femme ou à votre mari, ou en tout cas à votre entourage, et que vous vous synchronisez, c'est-à-dire que par compassion, pour avoir envie d'amour, de les aider, vous adoptez la même émotion qu'eux, vous n'allez pas pouvoir les aider. Et donc, un enfant, a priori, il va avoir besoin de s'appuyer sur nous, il va avoir besoin de notre soutien. Donc, nous, notre rôle en tant que parents et en tant qu'adultes, quand nous sommes face à une personne hypersensible, nous devons prendre de la distance, un recul émotionnel pour ne pas nous laisser envahir ou toucher par l'émotion ou la souffrance de l'autre. Alors, comment on apprivoise nos sensations? Eh bien, tout simplement, dans un premier temps, par la respiration. C'est la respiration, voilà. Quand un enfant est frustré, il doit apprendre qu'on ne peut pas toujours lui dire oui. Parfois, on doit lui dire non parce que c'est nécessaire pour lui, parce que c'est aussi une manière de le protéger. Vous, déjà, en tant qu'adulte, si vous arrivez à comprendre que quand votre enfant pleure, c'est parce qu'il manifeste son mécontentement et qu'il n'est pas en souffrance et qu'il n'est pas en danger, ça vous permettra de prendre du recul. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est aider nos enfants à apprivoiser leurs émotions pour qu'ils puissent les reconnaître dans leur corps. Parce qu'en fait, quand j'ai peur, les manifestations et les sensations de ma peur seront toujours les mêmes pour moi. En revanche, elles peuvent être différentes pour vous. Mais si quand moi j'ai peur, eh bien j'ai le cœur qui s'accélère ou que j'ai des sueurs, ben, ça sera toujours pareil pour moi. Donc à chaque fois que cette émotion va arriver, je pourrai la reconnaître. Et donc, plus j'arrive à reconnaître facilement ce que je ressens, moins j'ai peur de ma peur, parce qu'en fait, ce que nous avons, c'est nous n'avons pas peur réellement. Nous avons peur d'avoir peur. Nous avons peur d'avoir mal. Et donc, c'est pour ça que nous mettons tout un tas de carapaces autour de nous. Alors, vous en avez peut-être maintenant compris. Plus je vais travailler sur l'amour pour moi et ma sécurité, plus je vais développer mes ressources et mes potentiels. Et plus j'aurai de ressources et de potentiels, et plus je pourrai supporter la souffrance. Donc, je résume. Si je suis calme, que je maîtrise ma peur, panique, entre guillemets, ou ma sensation physique ou mentale, eh bien, je pourrai d'autant plus supporter cette souffrance ou cette douleur autour de moi. Et comment je maîtrise cette sensation à l'intérieur de moi? Par la respiration, par le calme intérieur. Et pour cela, il existe une multitude de méthodes en développement personnel qui peuvent vous aider à garder votre calme pour vous et pour les enfants. Donc la cohérence cardiaque en fait partie. Une autre type de respiration qui peut vous aider, qui est une respiration spécifique notamment pour le sommeil, mais qu'on peut aussi utiliser à n'importe quel moment, notamment nos enfants lorsqu'ils sont à l'école, s'ils ne veulent pas faire trop de bruit et pas déranger les autres enfants, c'est la respiration 4, 7, 8. 4, je compte jusqu'à 4 et j'inspire par le nez. 7, je bloque mon ventre, je gonfle mon ventre, je ne respire pas en comptant 7. Et 8, je vais souffler lentement. Je recommence. 4, j'inspire lentement. 7, je bloque et je gonfle mon ventre. Et 8, je souffle. Voilà. Donc à chaque fois que une personne hypersensible vit quelque chose qui la touche, et comme je vous l'ai dit, tout peut la toucher, que ce soit la lumière, le bruit, une émotion, une contrariété, dès que tout la touche, elle doit surtout apprendre à maîtriser sa paix intérieure, cette forme de calme, cette forme de bien-être profond à l'intérieur d'elle-même. Et ça passe avant tout par la respiration. Et ça peut passer aussi par d'autres types
d'outils de développement personnel comme l'EFT, comme la méditation. Il existe voilà, une multitude d'outils qui peuvent vous aider. Et ensuite, maintenant que je vous ai parlé de tout ça et de cette hypersensibilité, comment on en fait une force de cette hypersensibilité? Puisque là, voilà, je vous ai parlé de tout ce qui peut éventuellement être invalidant, handicapant, difficile à vivre au quotidien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est hypersensible, comme nos sens sont plus développés que la moyenne des gens, eh bien, on entend plus, on ressent plus et surtout, on comprend plus. Ce que les autres perçoivent, nous, non seulement on le perçoit, mais en plus, on le comprend. Ça veut dire que je vais comprendre d'autant plus les émotions des autres. Je vais regarder un tableau et je vais d'autant plus comprendre le sens de ce tableau. Et voilà, tout dans cet ordre-là. C'est-à-dire que c'est comme si nous avions presque, j'ai envie de dire, une longueur d'avance. Si toutefois, nous savons écouter ce que nous ressentons. Donc, nous pouvons avoir une intuition beaucoup plus développée. Nous pouvons aussi avoir une créativité beaucoup plus importante. Mais à partir du moment où on va maîtriser cette sensation de la douleur physique ou mentale, c'est comme si tout d'un coup, on entendait le silence. Et si on entend le silence, alors nous serons beaucoup plus à même de pouvoir écouter tout ce qui se passe autour de nous et nous aurons une grille de lecture bien plus importante. La difficulté parfois réside dans le couple. Les personnes hypersensibles ont parfois du mal à vivre avec d'autres personnes parce qu'elles ont peur d'être touchées par l'amour, par le fait d'être abandonnées, d'être rejetées ou toutes sortes de frustrations. Comment faire une force de cette hypersensibilité? Eh bien, tout simplement en étant authentique et en disant aux autres, voilà, je suis une personne peut-être un peu différente, je fonctionne autrement. Voilà ce dont j'ai besoin. Et à partir du moment où on va exprimer aux autres, eh bien, ce dont on a besoin, ce qui nous touche, on va tout de suite voir la réaction des gens autour de nous. Les gens, soit ils vont en tenir compte, et à partir de là, on saura qu'on pourra les considérer comme des amis, soit ils ne vont pas en tenir compte, et dans ce cas-là, on devra plus se méfier. Quoi qu'il en soit, ce qui va faire de cette hypersensibilité une force, ça va déjà être le fait de l'accepter. Accepter, nous ne sommes pas plus intelligents, nous sommes juste différents. Nous avons une manière de fonctionner différente. Nous sommes, quelque part, multipotentiels, parce que grâce à nos sens, nous pouvons développer à différents niveaux. On peut développer d'autant plus notre ressenti physique, on peut développer d'autant plus notre oreille, on peut développer d'autant plus notre vue, notre odorat, nos goûts. Donc, vous voyez, on peut être à la fois cuisinier, hypnothérapeute, on peut être en même temps masseur. Voilà. Tous nos sens sont extrêmement développés, donc on peut faire une énorme richesse de tous ces sens, à condition d'accepter notre différence et de ne pas chercher à nous comparer avec les autres. Parce que, voilà, il y a 3 pièges qui sont la comparaison, l'interprétation et le jugement. Et souvent, les personnes hypersensibles, comme elles sont différentes, elles en interprètent que si elles ne vivent pas les choses de la même manière, c'est qu'elles n'ont pas assez confiance en elles ou qu'elles n'ont pas une assez bonne estime d'elles-mêmes. Mais le problème, c'est qu'elles se piègent toutes seules parce qu'elles vont se comparer aux autres. Or, étant donné qu'en tant qu'être humain, déjà, nous n'avons pas la même transmission génétique et que nous n'allons pas vivre le même temps, on ne peut pas se comparer les uns aux autres. De la même manière, on va interpréter. Si je me gratte, on va me dire, ah, si elle se gratte, c'est que ceci ou que cela. Et en fait, le signe que je vais donner à cette interprétation sera le reflet de mon état émotionnel. Donc, c'est juste mon imaginaire, mais pas la réalité. Et de la même manière, le jugement. Lorsque je mets des étiquettes, bon, mauvais, intelligent, bête. Non, l'hypersensibilité n'est ni positive ni négative, en réalité. Elle est ce qu'elle est. Nous sommes comme nous sommes, avec notre ombre et notre lumière. À partir du moment où nous nous acceptons tels que nous sommes, nous allons pouvoir nous respecter, écouter nos besoins et donc nous aimer. Et du coup, notre fragilité devient une force. Une force qu'on peut même avoir une certaine fierté pour cultiver notre différence. Enfin, il réside 3 domaines que l'être humain refuse
Nous refusons la douleur. Nous ne voulons pas être touchés, nous ne voulons pas souffrir. Or, notre corps est fait pour ressentir. Donc, automatiquement, que ce soit au niveau physique comme au niveau mental, cette douleur est une protection qui va nous permettre ensuite d'utiliser une stratégie de survie. Nous ne voulons pas non plus d'incertitude. Quand on fait quelque chose, on veut être sûr que ça fonctionne comme on avait prévu. Et dès que ça ne se passe pas exactement comme on veut, on se met en opposition. Et enfin, le troisième point, c'est que l'on refuse le travail constant. Or, le bébé, à partir du moment où il vient au monde, il va devoir travailler pour parler, marcher, écrire, lire. Ensuite, une fois à l'école, on va travailler pour avoir nos études. On va travailler ensuite quand on sera adulte. Et puis ensuite, quand on va vieillir, on va travailler pour entretenir notre corps. Et puis tout au long de notre vie, nous allons travailler sur nos émotions, sur notre évolution spirituelle. Donc en fait, toute notre vie, nous allons travailler. À partir du moment où nous comprenons que l'être humain, il a un corps qui est fait pour ressentir et donc il doit supporter la souffrance, en tout cas la douleur physique et émotionnelle, pour s'en protéger. Mais en attendant, elle est un signal d'alarme qu'il doit pouvoir écouter. 2, les choses ne se passent jamais comme on a prévu. Donc, on doit apprendre à se faire confiance. Et enfin 3, tout ce que nous faisons dans la vie implique un investissement. À partir du moment où nous acceptons la douleur, l'incertitude et le travail constant, on va pouvoir apprivoiser pour en faire des forces. Et enfin, je terminerai pour vous expliquer qu'il y a une énorme différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, les personnes hypersensibles ressentent une forme de syndrome de l'imposteur parce qu'elles ont l'impression que ce qui leur arrive, c'est la chance. Ce n'est pas lié à leurs compétences parce qu'elles se sentent toujours comme s'il leur manquait quelque chose. Tout simplement parce qu'elles fonctionnent de manière différente ou que les autres leur montrent qu'elles sont différentes. Du coup, elles culpabilisent et elles ont l'impression que, comme elles sont différentes, elles sont forcément moins quelque chose ou plus fragiles. La confiance en soi, ce n'est pas une capacité. La confiance en soi, c'est une autorisation. Est-ce que je m'autorise à croire que je peux y arriver? L'estime de soi, c'est l'inventaire. Qu'est-ce que je possède comme qualité et comme défaut? Alors justement, chez les personnes hypersensibles, c'est brouillé, puisqu'on met tout au même niveau et tout à la même importance. On n'arrive pas à percevoir où sont nos qualités et où sont nos forces, et où sont nos fragilités, pardon. Donc, ça sera l'expérience de la vie, nos études, aimer quelqu'un, réussir, sortir de notre zone de confort, oser, essayer. C'est comme ça que nous allons développer d'autant plus nos potentiels et comprendre que nous avons des capacités et des ressources. Et enfin, je terminerai pour vous dire que à tout moment de notre existence, nous avons des piliers sur lesquels nous pouvons justement nous appuyer. Le premier, c'est le bon sens. Si je sens qu'une plaque est chaude, je ne vais pas mettre ma main dessus. Le deuxième, c'est l'expérience. Même si j'ai échoué quelque chose, ça m'a appris quelque chose, ou sur moi, ou sur les autres, ou sur la vie. Évidemment, si j'ai réussi quelque chose, ça m'a aussi appris quelque chose. Donc, le bon sens, l'expérience, la connaissance, tout ce que j'ai appris va me servir. Enfin, je peux faire appel à tout moment à ce qu'on appelle des experts. Les experts, c'est soit des gens comme moi qui sont professionnels dans un domaine, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, ou bien des amis, de la famille. Et puis enfin, le cinquième point, c'est notre intuition. Donc à tout moment, nous pouvons faire appel à ces 5 piliers. Le bon sens, l'expérience, la connaissance, les experts et notre intuition. Voilà. À partir du moment où nous allons apprendre à nos enfants hypersensibles, ou notre entourage qui sont hypersensibles, à comprendre comment ils fonctionnent, à écouter leurs ressentis, à apprivoiser leurs ressentis, ils vont faire de leur hypersensibilité une force. Ils vont cultiver leurs différences et ils en seront fiers. Ils pourront ensuite
développer tout un tas de potentiel dans tous les domaines qu'ils souhaitent. Les seules choses qui les bloquent, c'est nos propres limites personnelles. Voilà pour cette conférence et j'espère avoir apporté quelques... Ilana, c'est fantastique ce que tu viens de nous offrir. Je suis... Waouh, c'est d'une richesse incroyable ce que tu viens de nous offrir. Je veux dire, d'abord, je te remercie pour le temps que tu as mis parce que pour créer cette structure de conférence, je suis sûre que ça va te prendre beaucoup de temps. Mais chaque phrase, je me délectais de chaque phrase que tu as dite avec tellement de sagesse, tellement d'expérience. Et c'est tout synthétisé, des choses que j'ai mis longtemps à comprendre. Tu nous l'offres comme ça, de manière claire, ordonnée et avec tous les outils nécessaires. Et vraiment, bravo. Bravo, c'était génial. Merci beaucoup. Adoré. Que tout le monde a dû adorer. Et je vous enverrai les replays dès que c'est prêt. Mais on peut donner la parole aux participants. Ilana, si tu nous le permets, quelques minutes. Avec plaisir. Alors, je réouvre le micro. Alors, voilà. Tout le monde a la possibilité de poser des questions. Et donc, au final, moi, j'ai une petite question, Ilana, en attendant que tout le monde s'échauffe. Quoi apprendre à l'enfant? Oui. Alors, j'ai ouvert les micros, donc c'est différent. Vous avez une question? Alors, je recoupe. Alors, je ne te vois pas, Ilana. Est-ce que tu me vois? Je te vois et je t'entends. Très bien. En fait, la question, c'est que donc à l'enfant à qui on doit transmettre et d'apprivoiser cette hypersensibilité, on doit lui apprendre à ressentir et à identifier en quelque sorte ces signes et à l'accepter, c'est ça au final? Exactement. En fait, ce qui va se passer, c'est que souvent, par exemple, notre enfant a peur et on va lui dire « mais non, t'as pas peur, mais non, c'est rien ». Et en fait, quand on lui dit ça, on lui dit « n'écoute pas ce que tu ressens, écoute ce que je te dis ». Du coup, il ne peut plus se fier à son ressenti, il se fie à ce qu'il entend à l'extérieur. Or, le propre même, justement, de la confiance, c'est de pouvoir écouter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que en fait, c'est là qu'on sait. Exactement, au final, il faut leur dire ça. Ok, j'ai adoré. Je passe le micro. Y a-t-il des questions? Ilana est à notre écoute. Alors, vous pouvez l'écrire dans la discussion. Alors, est-ce que vous avez la possibilité d'ouvrir vos micros? Je vous ai envoyé un message comme quoi j'avais désactivé. Donc, est-ce que c'est bon? Alors, ok. Là, je n'ai pas de questions. Ça aurait été... non, il n'y a pas de questions. D'accord. Peut-être quelqu'un d'autre. D'accord. Est-ce que tu aurais, Ilana, peut-être un livre pour aider les parents, un livre sur l'hypersensibilité pour accompagner encore plus les parents? Et non, malheureusement, j'en ai pas. Parce que justement, tous les livres que j'ai pu lire sur le sujet vont nous dire que les enfants hypersensibles sont hyper empathiques et qu'ils sont hyper émotifs, qu'ils n'osent pas faire les choses, alors qu'en fait, c'est pas ça, justement. C'est là la différence. On peut très bien être hypersensible et ne pas être empathique, au contraire, être très replié sur soi. Tu nous as bien expliqué la différence entre l'hypersensibilité, l'hyperempathique et l'hyper-émotive. C'est juste fantastique. Alors, les micros sont ouverts seulement pour poser des questions. Oui, ça y est. Merci. Les questions, je ne les ai pas tout de suite parce que vraiment, je voulais vraiment réécouter le cours et cette conférence m'a vraiment intéressée. Donc, j'aurais voulu avant tout savoir de quelle façon on peut la réécouter. Alors, et comment vous contacter, Yardena? Alors, je vous envoie le replay. Est-ce que vous êtes sur le groupe Non, justement, non, c'est la première fois et vraiment, j'ai apprécié cette conférence. Merci. Donc, si vous allez vous la mettez, vous mettez le lien. Alors, je vous enverrai le lien, je vais l'envoyer tout de suite dans la discussion et puis vous pourrez regarder le replay.
Alors, Ilana, tu es formatrice. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les ateliers que tu vas faire En fait, au fur et à mesure du temps, moi, je suis psychologue clinicienne, ça fait 25 ans maintenant que je fais ce métier. Pendant toutes ces années, je me suis formée à plein de choses parce que, comme vous l'avez compris, quand on est hypersensible, on est multipotentiel. Du coup, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à la PNL, j'utilise du neurofeedback, de l'EFT, l'énéagramme. Et le petit dernier, c'est la gestion des émotions. Et au départ, je formais les thérapeutes, donc tous les gens qui sont psychopraticiens, tous les gens qui ne sont pas passés par la fac de psycho et qui ont envie de comprendre un petit peu plus la psychologie. Donc, je les formais aux pathologies mentales. Et en fait, j'ai commencé à former tous ces gens-là à l'énéagramme, qui est un outil merveilleux de personnalité, donc je pourrais éventuellement vous proposer. Et petit à petit, en fait, j'en suis arrivée à créer un programme qui s'appelle la connaissance de soi. Voilà, c'est un programme sur 5 séances où j'apprends aux gens à fonctionner. Comment, en fait, ils fonctionnent, qui ils sont. Voilà. Qu'est-ce qu'une émotion, à quoi elle sert, le profil de l'énéagramme, c'est-à-dire découvrir notre ombre et notre lumière, avec aussi une séance sur l'hypnose, une séance de EFT et une séance de déprogrammation de nos programmes limitants inconscients. Et avec ces 5 séances, ce programme, eh bien, ça nous permet de mieux nous comprendre nous, de mieux comprendre les autres, parce que l'idée, en fait, c'est pas de veiller à ce que dans la vie, on ne tombe pas, parce que la vie, elle est comme ça, en fait. Elle n'est jamais toute plate. Donc, le but, c'est pas qu'elle soit comme ça ou qu'elle soit complètement plate. Le but, c'est d'avoir toujours les ressources et les potentiels pour, même si on tombe, pouvoir se relever. Super, magnifique. Alors oui, Nathalie, tu as une question avec plaisir. Merci, Nathalie. Si tu veux, tu m'envoies la fiche, comme ça, je pourrais partager à tout le monde. Nathalie, tu as une question? Nathalie. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Nathalie. On entend oui. Nathalie. Bonjour Ilana. Vous ne me voyez pas par contre? Non, parce que je suis désolée. Ok, parce que je connais personnellement Ilana, donc je voudrais l'embrasser d'abord, parce que je suis la cousine de Déborah et d'Audrey. Ah oui! Comment vas-tu? Bien sûr! Voilà, je suis très heureuse de t'avoir écouté parce qu'il y a vraiment beaucoup de bon sens. Alors moi, je t'explique ma question. Alors, je suis professeure des écoles en CP. Et j'ai beaucoup d'enfants qui sont TDA, TDAH. J'en ai une aussi qui est hypersensible, dans lesquelles l'émotion prend une part des fois incontrôlable chez elle. Donc j'ai 3 enfants comme ça. Et à la maison, mon fils, un de mes jumeaux, est hypersensible. Autant te dire que des complexes du hérisson, j'en ai mangé dans tous les sens. J'ai lu, j'ai relu, etc. Et concrètement, j'ai entendu les outils que tu proposes, mais pour un enfant de 6-7 ans, c'est hyper difficile de se dire, tiens, je vais respirer et je vais essayer de prendre sur moi, essayer de me calmer. Et l'aspect émotionnel, comme tu l'as dit, est tellement à fleur de peau qu'ils n'arrivent pas à prendre ce recul de respirer. Et moi, pour mon propre fils, je l'emmène voir une thérapeute pour l'aider justement à gérer, une pédothérapeute pour l'aider à gérer cette sphère émotive. Mais on m'a dit que le temps va l'aider en grandissant, il va apprendre à apprivoiser ses émotions. Et je voudrais savoir un peu, parce que je suis un peu entourée d'hyper émotifs et je suis tout le temps sur le fait de moi freiner mes propres émotions pour ne pas faire exploser en classe et à la maison, quoi. Je voudrais avoir un peu ton avis. Bien sûr. Alors, tu vois, c'est intéressant parce que tu dis, je suis entourée d'hyper émotifs. Donc, voilà. Est-ce que tu vas différencier dans les enfants autour de toi les hypersensibles des hyper émotifs? C'est pas pareil. Les hyper émotifs sont envahis par leurs émotions, alors que les hypersensibles, ils sont envahis par tous leurs sens. Alors, évidemment que l'enfant, il ne va pas de lui-même penser à respirer. C'est à nous, adultes, de leur apprendre à gérer. Donc, ils vont devoir s'appuyer sur nous. Et comme un enfant, justement hypersensible, il ne veut pas ressentir ni ses émotions, ni ses sens, dès qu'on va lui proposer quelque chose qui ira à contresens de ce que lui avait décidé ou de ce qu'il voulait aussi, le programme change. Dès qu'il y a la moindre petite, tu l'as compris, dès qu'il y aura la moindre petite frustration, oui, ça pleure et tout. Il est touché. Donc, et ça pleure tout le temps, quoi. Moi, ça pleure chez moi, ça pleure à l'école, je suis la Madeleine. Voilà. Quoi. Donc, et moi, j'ai envie de pleurer avec eux des fois. Voilà. Donc, ce qu'on va leur apprendre, c'est à reconnaître leurs émotions. On va leur apprendre à reconnaître
la peur, donc les sensations dans le corps de la peur, les sensations dans le corps de la tristesse, les sensations du dégoût, de la jalousie, etc. Et puis, quand à un moment donné, la pulsion, elle commence à monter et qu'ils ont envie de pleurer, ben, notamment un enfant, si tu es en train de faire un cours, une classe en CP, tu ne peux pas t'arrêter, t'occuper d'un enfant et le mettre de côté. Tu vois, j'en ai un comme ça qui est TDAH avec une, ils appellent ça il n'est pas trouble de l'attention et il est, le truc c'est que des fois, j'ai pas le temps de répondre à une de ces questions, il va arrêter tout ce qu'il fait, il va se bloquer, il va commencer à pleurer et il va laisser passer tout l'exercice. Et moi, je ne peux pas parce que j'ai la gestion du groupe à faire, que je n'ai pas qu'un élève dans ma classe. Quoi. Oui. Alors, il va complètement s'arrêter et c'est très, très frustrant parce qu'on ne sait pas forcément comment faire. Les profs, nous, on n'est pas armés du tout. Hein. Bien sûr, exactement. Vous n'êtes pas armés. Et en fait, un enfant TDAH n'est pas forcément un enfant... Il est hypersensible de fait parce qu'il est TDAH. Il est en plus hypersensible, désinhibé, lui. Donc, des fois, il va me dire des trucs... Voilà. Donc, un enfant... C'est vrai qu'un enfant comme ça aurait besoin d'avoir une AVS, ça aurait besoin d'avoir une personne en plus dans la classe pour l'aider. Mais en tout cas, ce que je peux te conseiller, parce qu'on ne peut pas faire là maintenant que du cas par cas, mais en tout cas, il a besoin d'être isolé. Il a besoin soit qu'on lui donne quelque chose à toucher, soit de lui dire qu'il peut respirer, ou en tout cas, s'il veut pleurer, voilà, il peut se mettre à pleurer. Justement, il m'a fait la demande. Il m'a fait cette demande. Il m'a demandé à être tout seul dans une table. Voilà. À côté de mon bureau. Et moi, au début, je ne voulais pas parce que comme des fois, il s'arrête, tu ne sais pas pourquoi, je voulais qu'il ait toujours une petite voisine bienveillante pour l'aider. Et finalement, lui-même m'a demandé d'être tout seul. Il m'a dit, je vais être tout seul. Oui, parce qu'en fait, je comprends bien que même une voisine à côté, ça le touche. Voilà, il suffit qu'à un moment donné, elle ait réussi ou lui, il a échoué, qu'il se compare à elle. En fait, tout va le toucher et tout peut éventuellement même l'amener à se distraire. Parce que, par exemple, elle va écrire d'une manière jolie ou n'importe quoi. En fait, tout est de la même. Alors, on va quand même bien faire la différence entre un enfant qui est hypersensible et un enfant qui est TDAH parce que ce n'est pas exactement pareil. Un enfant TDAH, il peut être donc avoir un déficit de la concentration, de l'impulsivité ou de l'hyperactivité. On peut avoir il a de l'impulsivité, ou les trois. D'accord ? Donc, un enfant, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, le meilleur outil pour l'impulsivité, c'est le neurofeedback. Voilà. Le neurofeedback, c'est l'outil par excellence pour l'impulsivité. Ah ouais ? Voilà. Pour la concentration. J'en parle à sa mère, alors. Pour la concentration, ce qui est important, c'est de l'aider à être dans l'instant présent. Voilà. Être plus dans la conscience de l'instant. Le neurofeedback, ça peut aider pour la concentration, mais il faut beaucoup de séances. Donc, c'est vraiment non, ses parents, ils l'ont mis sous... ses parents, ils l'ont mis sous... Sous Ritaline. Ça peut être sous Ritaline, mais quoi qu'il en soit... Oui, mais des fois, on dirait qu'il n'est pas là. Si on peut résumer, on va dire que tous ces enfants donc, qui sont intolérants à la frustration, on doit leur apprendre à supporter la sensation désagréable de la frustration. Donc, ça peut être par le repli, en leur laissant se mettre d'un côté, ça peut être par la respiration, ça peut être parce qu'ils vont toucher quelque chose, voilà. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, surtout pas, c'est rentrer dans la sentimentalité. C'est-à-dire, un enfant pleure et on va être là, « Oh, mon pauvre chéri, comment je peux t'aider ?» Non, parce qu'en fait, ce n'est pas ça dont il a besoin. On va lui dire, si tu as besoin de pleurer, pleure. Et quand tu auras fini, tu nous rejoins. Voilà. Vous voyez, pas évident parce qu'il est un recul. Un recul. Et on ne rentre pas dans l'émotionnel avec lui. Parce que si on rentre dans l'émotionnel avec lui, on ne va plus pouvoir l'aider et il ne va plus pouvoir s'appuyer sur nous. Ce dont a besoin un enfant, comme ça, qu'il soit TDAH ou hypersensible ou quoi, ce qu'il a besoin, c'est de notre calme. Parce que c'est notre calme, notre sérénité qui va ressentir, puisqu'il est un livre ouvert et qui ressent nos émotions, il va ressentir, parce que je dois aussi vous rappeler qu'il y a une résonance, ça je ne vous l'ai pas dit, mais il y a une résonance émotionnelle. C'est-à-dire que nous communiquons aussi à travers nos émotions à partir de notre ventre. Donc même si je dis « tout va super bien, vous inquiétez pas », mais qu'à l'intérieur je ressens que je suis paniquée, que j'ai peur, la personne en face, elle va sentir ma peur. Donc, si je suis face à un de ces enfants et que je suis calme, eh bien, il va sentir mon calme et ça va l'apaiser. C'est d'être calme alors. Merci beaucoup, Ilana. Alors évidemment, pour garder notre calme, quand on a travaillé toute la journée, quand on est fatigué, etc., ce n'est pas évident, c'est sûr, mais il vaut mieux prendre un temps pour aller prendre un verre d'eau, pour respirer 5 minutes avant de commencer les devoirs avec nos enfants, que d'y aller tout de suite, vite, en se disant vite, j'ai terminé. Non, parce que c'est pas comme ça que ça va marcher. Voilà.
Merci beaucoup. Avec plaisir. On n'entend plus Yardena, là, je crois. Excuse-moi, Ilana, j'étais en train de te féliciter pour la réponse Just Perfect. Merci infiniment à toutes d'avoir été présentes. Merci à Ilana pour ce cours vraiment juste fabuleux. On vous retourne le replay dans le groupe. J'ai envoyé le lien du groupe dans la discussion. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les retourner. Merci encore, Ilana. Merci infiniment. Merci à toi, Yardena. Merci beaucoup. Vraiment, c'était juste fantastique. Tu nous as donné vraiment beaucoup de clés. Je suis sûre que ça va beaucoup aider les mamans. Je transférerai le replay. Et je vous souhaite à toutes d'excellentes fêtes et qu'on puisse être libre de toutes ces blocages intérieurs. Amen. Merci, Lana. Merci à tous d'avoir été Plein de bonnes présents. choses à vous toutes. Merci. Merci beaucoup.